Je vous avoue qu'il y a un brin d'émotion chez moi, c'est clair. J'ai un vrai plaisir à retrouver beaucoup de visages, même si je ne suis pas fichu de retrouver les noms, et ça ne s'arrange pas mes affaires. Mais je ne suis pas le seul. Alors, pour des raisons multiples, il se pourrait bien que toutes et tous ici, on nous ait un jour fait remarquer que nous étions dans le déni. Qu'il s'agisse des conséquences d'un accident, des réactions à l'annonce d'un diagnostic, qu'il s'agisse d'un événement indésirable et difficile à accepter, de la perte d'un proche, une multitude de motifs ont pu et peuvent encore nous conduire à adopter, à développer ce mécanisme de fonctionnement psychique inconscient, que l'on appelle le déni, et qui consiste au fond à ne pas reconnaître, alors évidemment on est tenté parfois de dire à refuser de reconnaître, à ne pas reconnaître une réalité dont la perception est difficile, traumatisante pour la personne concernée. Alors les injonctions dont nous faisons l'objet dans ces cas-là sont multiples. Tu pourrais quand même faire un effort, il va bien falloir t'y faire, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on n'y peut rien, secoue-toi un peu, bouge, change-toi les idées, tu devrais, tu ferais bien, tu ferais mieux, etc. Injonctions multiples qui, presque toujours, ne peuvent que renforcer le mécanisme de déni et faire monter la difficulté à accueillir sereinement la réalité. En d'autres termes, vous êtes dans le déni, c'est mal, vous avez tort, faut en sortir, et si vous y restez, c'est de votre faute. Cette culpabilisation ne peut que renforcer la souffrance de la personne, et Ariane nous l'expliquait à l'instant, ne peut que renforcer la souffrance de la personne qui, justement, aurait besoin d'écoute, d'aide, de soutien, d'un accompagnement bienveillant. Comprendre le mécanisme de défense, c'est évidemment indispensable, de défense, de protection, si je veux aider l'autre. L'approche psychologique est indispensable, mais il me semble intéressant pourtant de regarder le déni comme un processus à la fois très personnel et pourtant socialement déterminé. Socialement, je devrais dire sociétalement déterminé. Ce phénomène est toujours très intéressant à étudier. Nos comportements, nos manières de penser, d'agir, de parler sont à la fois le résultat de notre fonctionnement psychique personnel et de la manière dont nous sommes immergés dans un bain sociétal qui nous immerge ou nous submerge, nous imprègne et finalement nous fait penser, parler, agir, réagir, alors que je me veux libre, je me crois libre, et pourtant. Nos comportements sont largement déterminés par l'idéologie dans laquelle nous avons à grandir, à vivre, à vieillir, et nous adoptons alors des façons de faire, des façons de penser. Les modes nous influencent, nous employons un vocabulaire plutôt qu'un autre, nous adoptons les idées portées par ce langage, nos comportements s'y conforment, nos manières de regarder nos contemporains et ceux qu'ils sont amenés à vivre découlent ainsi des représentations dont la société est porteuse à un moment de son histoire et concernant tel ou tel sujet. On peut par exemple regarder les représentations incroyablement négatives dont la vieillesse fait aujourd'hui l'objet. Vous avez le droit de vieillir à une condition, c'est de rester jeune. Voilà. À condition de ne jamais porter les attributs de la vieillesse. D'ailleurs, quel âge avez-vous ? Oh, le goujat. Il a été capable de lui demander son âge. Impossible. Quel âge avez-vous ? Et si jamais... vous ne les faites pas.
D'accord? Voilà. Ou bien, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Mais, ah, t'as pas changé. Enfin, arrête de me mentir. Mon petit-fils que j'ai retrouvé hier soir, lui, au moins, ne me ment pas. 7 ans, je suis à côté de son papa, qui est mon fils, et ils nous regardent tous les deux. On va pas tarder à prendre l'apéro. Ils nous regardent tous les deux. Puis il dit, tu vois, papa, je te l'ai bien dit quand même, ça se voit qu'il est vieux, grand-père. Voilà, ça se voit qu'il est vieux, grand-père. Alors, mon fils est un tout petit peu gêné. Le gamin s'en aperçoit. Et il vient vers moi, il me prend la main, puis il me dit « Oh, mais pour un vieillard, t'es gentil quand même. » Voilà. Voilà ce que l'on pourrait appeler « t'as pas changé », etc. Ce qu'on pourrait appeler une incitation sociétale au déni. Voilà, alors, t'as pas changé, tu les fais pas, bon, alors je vais foncer chez le coiffeur, je vais aller me faire teindre les cheveux, je vais aller me faire injecter du Botox, je vais consommer tous les produits anti-âge qui vont me garantir une jeunesse prolongée. Le fin du fin, c'est que j'ai beau ne pas y croire, nous avons beau ne pas y croire, nous sommes capables de tomber dans le panneau et d'aller acheter les crèmes anti-âge, pas seulement anti-rides, anti-âge. Alors, cette production sociale du déni nous amène non seulement à réfléchir à la fonction psychique de celui-ci comme mécanisme de protection, de défense contre un processus, un événement, une réalité que nous ne pouvons pas supporter, mais tout ça nous amène également à regarder la manière dont les représentations dont la société est porteuse concernant un certain nombre de sujets induisent ce déni et finalement nous l'imposent. Nombreux sujets, sans doute, toujours regardés de façon négative, image négative du handicap, de la maladie, de la vieillesse en particulier, mais aussi de certaines caractéristiques culturelles, physiques, que sais-je. Le déni vient alors jouer son rôle de protection, pseudo-protection de soi, contre l'indésirable, mais aussi contre la réaction du corps social à ces indésirables. Le processus devient alors identitaire, au sens où Pierre Sansot, un ami sociologue, décidément parti beaucoup trop tôt, je trouve, Pierre Sansot définissait l'identité comme, je cite, « l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leur attente. Mon identité, l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leur attente. » C'est en effet dans l'interaction avec autrui que peut se construire une image de soi avec laquelle nous avons à nous accorder pour qu'elle permette une estime de soi suffisamment bonne pour aller bien durablement. La question devient alors, toi qui me regardes grandir, toi qui me regardes devenir adulte, vieillir, toi qui me regardes vivre, y compris avec ma maladie ou avec mes difficultés, qu'attends-tu de moi ? Qu'attends-tu de moi ? Mais au moment où s'ouvre cette question, j'apparais aux autres comme porteur d'un attribut reçu comme négatif. Si c'est vrai, cela, si j'apparais aux autres comme porteur de cet attribut négatif, comment ceux-ci me renverraient-ils de moi une image positive dont j'ai pourtant besoin pour me construire et exister, continuer à exister positivement. Le regard que l'entourage porte sur moi m'incite alors au déni afin de me protéger de cette image négative dont immanquablement je vais faire l'objet. Alors, tant que mon handicap, ma maladie,
sont invisibles. Ben, vous n'en saurez rien. Tant que je pourrai vous le cacher, vous la cacher, la maladie, eh bien, vous ne verrez rien. Je porterai cela silencieusement, secrètement. Je ne partagerai qu'avec celles ou ceux qui l'ont appris avant moi ou en même temps que moi, et je leur demanderai de m'aider à tenir le secret pour que l'image de moi que je donne aux autres ne soit pas, le plus longtemps possible, ne soit pas marquée par ces attributs identitaires que sont devenus le handicap ou la maladie. Sinon, l'image que mon entourage va me renvoyer de moi-même risque de n'être jamais ni valorisée ni valorisante. Pourtant, nous disait Jacques Prévert, c'est dans le miroir des autres que parfois on se reconnaît. Le processus identitaire est ici à son sommet, le déni non seulement pour exister à ses propres yeux, mais de manière interactive pour exister aux yeux des autres et ainsi exister dans une manière positive d'être au monde. On comprend alors la nécessaire bienveillance à l'égard de celles et de ceux qui vivent ce processus. On pourrait dire au fond nécessaire fonction du déni, pas pour le plaisir facile de ne pas être dans la réalité, mais parce que la fonction du déni peut apparaître d'abord comme une fonction protectrice qu'il faudra bien sûr mettre au travail, faire évoluer, mais protection nécessaire devant une réalité qui serait sans cela terriblement destructrice, voire mortifère. Et puis il faudra sans doute, dans ces circonstances multiples et de multiples manières, faire évoluer les choses, aller vers l'inacceptable, vers, ça s'appelle un lapsus, aller vers l'inévitable acceptation de la réalité. D'autant que le déni, s'il dure, pourrait bien m'empêcher de prendre au bon moment les bonnes décisions qu'il me faudrait prendre pour vivre bien. Mais ce cheminement ne sera possible que si la personne qui a à faire ce chemin est alors écoutée, soutenue, aidée, accompagnée, dans une bienveillance qui, au-delà de la réalité difficile, lui renverra d'elle-même l'image positive dont elle a besoin pour se construire et exister. Ce n'est pas parce que je ne peux pas tout faire que je ne peux rien faire. Et ce que je peux faire peut être source de valorisation et par conséquent d'image positive de soi. La culpabilité que je porte d'avoir eu du mal à admettre la réalité n'a décidément pas besoin d'être démultipliée par celle qu'engendreraient les injonctions à se comporter de telle ou telle manière, qui ne sont finalement que violences surajoutées pour quelqu'un qui n'en avait certainement pas besoin. D'autant que ces injonctions culpabilisantes ne feraient finalement que renforcer le déni qu'elles voulaient combattre et mettre un peu plus la personne en souffrance. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, dit le proverbe. Peut-être, mais nous avons à comprendre que celui-ci ne peut pas vouloir entendre. Ne peut pas vouloir. Et puis le déni peut aussi se décliner de multiples manières. Déni dans le rapport au temps, puisque ce sera plus facile demain, on verra un peu plus tard, peut-être, mais c'est vraiment pas sûr. Déni dans le rapport au monde, je n'en parle pas à l'école ou au travail, ou en famille, ou dans telle circonstance, mais j'en parlerai ailleurs. Peut-être, mais vraiment pas sûr. D'autant que c'est parfois, et on peut le comprendre, l'entourage qui va porter ce déni par rapport à ce que vit l'enfant, à ce que vit une personne. L'entourage, l'autre membre du couple,
un parent, que sais-je, nous sommes parfois dans le déni pour l'autre. Il se peut même que l'on construise une sorte de déni puissance 2, un peu comme dans les processus de perte de mémoire. J'oublie, soit, mais si j'oublie, comment me souviendrai-je que j'oublie? Alors, eh bien, j'oublie, non seulement j'oublie, mais j'oublie que j'oublie. Eh bien voilà, c'est ce qu'on appelle l'anosognosie. Alors, je suis dans le déni, mais ne pouvant pas le reconnaître, je dénie le déni qui m'habite. Je suis dans le déni du déni. La violence des injonctions dont je fais l'objet ne pourrait alors que renforcer ce processus. Le déni est donc un processus remarquablement complexe, au sens où Edgar Morin nous parle de complexité, deux choses même contraires peuvent être vraies en même temps. Il est à la fois un processus psychique et une production sociétale. Il est évidemment processus qui protège, mais il empêche, pour une part au moins, la confrontation à la réalité qui permettrait d'aller bien. Alors il fait l'objet de railleries, de boutades, de reproches, de moqueries, de disqualifications, d'injonctions de toutes sortes. Vous êtes dans le déni, donc forcément, ça va pas la tête, faites un effort et ça ira mieux. Et puis je peux être dans le déni et ne pas en avoir conscience, être dans le déni, vouloir en sortir et ne pas y parvenir. Oui, je suis dans le déni, c'est possible, et il se peut que j'ai besoin d'aide. Alors, Aragon, il s'adresse à celle qu'il aime, à Elsa. Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. Donne-moi tes mains, que je sois sauvé. Eh bien, pour cette main que vous savez tendre, et votre présence ici le prouve, merci.